Bonjour à tous, bienvenue sur la rubrique du sol. Donc aujourd'hui on profite de ces premiers jours de printemps et de très beau temps pour aller faire quelques petites observations au niveau des sols suite à sa sortie d'hiver. Et on va s'intéresser plus particulièrement à ces habitants, ces ouvriers du sol qu'on appelle, et notamment les vers de terre. Donc la période du mois de mars est une période très propice pour observer ces ouvriers, pour les déterminer, les compter, les estimer. Ça permet aussi de se rendre compte de l'état de la structure des sols et éventuellement planifier certains types d'observations. Donc vous aussi également en tant qu'agriculteur, lorsque le temps le permet, à la fois le planning et la météo, faire ce genre d'observation permet aussi de bien comprendre le fonctionnement de son sol, de voir les éléments positifs, de voir les éléments négatifs, de comprendre aussi comment fonctionne le sol avec ces vers de terre. Donc je vais vous présenter ça de manière assez simpliste, mais très pragmatique, et toujours faire le lien avec la problématique de la circulation de l'eau et de l'air, qui est la base du fonctionnement des sols. Et donc ces êtres vivants sont particulièrement importants pour maintenir ces équilibres. Donc si ça vous intéresse, eh bien on est parti. Alors premier élément qui peuvent indiquer de la présence de vers de terre dans vos sols, donc ce sont déjà les fameuses curicules. Donc ici, ce sont les déjections des vers de terre qui viennent faire une partie de leur excrément en surface. Voilà. Donc ça c'est quelque chose d'extrêmement riche en oligo-éléments et en engrais, on va dire NPK classique. Donc le ver de terre ingurgite de la terre qui va chercher pour certaines espèces en profondeur, donc au niveau du sous-sol. Sous-sols qui sont souvent riches en potasse et en phosphore. Il ingère avec également de la matière organique et en fait il remonte tout ça à la surface. Ce qui fait que ça permet entre autres d'apporter de nombreux éléments fertilisants à la surface du sol qui seront directement assimilables par les plantes. Donc en fait, ces déjections-là sont ni plus ni moins qu'un excellent engrais starter, donc pour les cultures de printemps, très riche en P, en K et en azote. Donc ces ouvriers-là travaillent gratuitement au service des plantes. Le deuxième élément qui permet de constater l'activité des vers de terre, ce sont les fameuses cabanes. Voilà, ici on en a une belle cabane. Voilà. Donc là les vers de terre en fait sortent la nuit. Donc c'est plutôt le rôle des anéciques. Donc on en verra tout à l'heure. Ce sont des vers de terre qui font plus de 20 cm de long souvent pour les adultes. Et en fait ils ratissent pendant la nuit la matière organique qui se trouve autour de leur galerie et ils viennent progressivement l'incorporer dans le sol. Donc là généralement au milieu de cette cabane vous avez un trou. Voilà. Donc là vous voyez il y a un brin qui commence à rentrer dans la galerie ici. Voilà. Et qui va progressivement être digéré par le ver de terre en question, mais aussi par les autres micro-organismes du sol. Donc voilà pourquoi il est extrêmement important aussi de garder des résidus de culture en surface, puisqu'il y a des vers de terre qui sont spécialisés là-dedans, à aller chercher la matière organique à la surface du sol. Donc là, une fois qu'on a prélevé la motte, d'à peu près 20 par 20 par 20 de profondeur, donc un fer de bêche. Donc une fois que cette motte-là a été prélevée, on peut également observer au niveau de la motte comment est organisé le sol et notamment l'activité des vers de terre. Donc là, on va s'intéresser dans un premier temps aux premiers horizons. Donc c'est plutôt l'horizon 0, 0 à une dizaine de centimètres, où on voit qu'ici on a une multitude de petites galeries, c'est des petits trous qui sont présents un petit peu partout à la surface du sol. Donc on a une activité un peu importante dans cette strate là, et en fait c'est plutôt le domaine. Donc dans les vers de terre vous avez trois grands ordres, trois grandes espèces dans les lombriques. Donc il y a les vers épigés qui se situent à la surface du sol et qui ont une activité
dans des zones de mulch très importants. Donc c'est plutôt des espèces qu'on va retrouver en forêt et dans certains types de sols agricoles qui maintiennent beaucoup de résidus en surface. Et sinon, dans la deuxième partie du sol, donc dans l'horizon 0 à 10 cm, on va retrouver d'autres vers de terre qui sont les vers endogés. Donc le ver endogé, j'en ai un individu là ici, vous voyez, il fait quelques centimètres. Ça c'est un adulte, qui a le clitélium qu'on voit ici. Et donc ce ver là va plutôt faire des galeries verticales et horizontales, un peu dans tous les sens dans cet horizon de 10 cm. Donc là, quand vous avez ce type d'activité là, quand vous avez des grosses précipitations, en fait l'activité de ce ver de terre là, par ces nombreuses galeries en surface, permet en fait de faire un petit peu une sorte d'éponge au niveau du sol. Il va être capable d'absorber beaucoup d'eau. Ensuite, une fois que ces activités de vers de terre là, donc les vers endogés, ceux qui prennent le relais, qui sont capables de venir en surface et de redescendre en profondeur, on a ce qu'on appelle les vers, cette fois-ci anéciques, qui sont beaucoup plus en profondeur et qui font des très très grosses galeries. Donc là, il y a un individu ici, là, qui a la tête rentrée dans le trou. Donc ici, vous voyez, donc il a une activité plus en profondeur, donc au-delà des 15 cm, plutôt entre 15, à partir de 15 cm et encore en redescendant. Il peut revenir à la surface, c'est lui qui fait des cabanes en surface, des cabanes de matière organique. Et donc ce ver de terre là, lui, il permet aussi d'évacuer les eaux en profondeur. Donc c'est des grosses galeries, je vous mettrai une photo là, des vers de terre qui font des galeries qui peuvent faire plus d'1 centimètre de diamètre parfois. Et à eux tout seuls, ces vers de terre là peuvent représenter 7, 8, 10 grammes parfois. Donc c'est des individus qui sont quand même très gros. Donc là j'en ai un individu dans la main, là, ici. Donc eux perforent le sol, vous voyez, ils ont une tête un peu en forme d'obus. Ils perforent le sol en profondeur jusqu'à qu'il soit limité par la roche mer dure. Donc souvent c'est des cailloux qui l'empêchent d'aller plus profond, mais tant qu'il y a du sol, il descend à plusieurs mètres de profondeur. Et donc ça, c'est capable d'emmener de l'eau extrêmement loin dans le sol. Donc l'ensemble de ces galeries, qu'ils soient à la surface ou en profondeur, permettent la circulation de l'eau et permettent aussi et surtout la circulation de l'air. Donc c'est fondamental pour avoir des structures poreuses, bien aérées et qui permettent à un sol de bien fonctionner. Donc pour que le sol fonctionne bien, pour que la matière organique évolue correctement, il lui faut de l'air. Et donc cet air-là est notamment amené par les vers de terre, de par leurs galeries qui permettent d'aérer le sol. Donc ensuite, dans ce type de prélèvement-là, ça permet également de s'intéresser à l'enracinement de la culture qui est en place. Donc ici, là, le blé. Donc est-ce que, au moins pour la partie prélevée, c'est-à-dire sur un horizon 0,20 cm, est-ce que j'ai bien des racines présentes sur tout cet horizon-là? Est-ce que je ne rencontre pas déjà des difficultés à un bon enracinement des cultures, sachant qu'à cette époque-ci, les blés doivent être enracinés à près d'1 mètre de profondeur. Donc si déjà j'ai pas de problème dans cet horizon 0,20 cm, c'est déjà rassurant. La culture peut aller puiser en profondeur, peut utiliser aussi les galeries de vers de terre pour aller puiser en profondeur de la ressource, notamment dans la roche profonde. Je vous mettrai une petite photo là en lien d'une galerie d'un ver anécique qui est tapissé de racines de blé, qui puise aussi les éléments que les vers de terre rejettent dans ces galeries-là pour se nourrir. Donc l'observation racinaire permet déjà de savoir si vous avez un problème dans les premiers horizons, dans les premiers centimètres. Et ensuite, la deuxième étape vous permet aussi d'aller observer la forme de vos mottes. Donc la forme des mottes, savoir si on a des mottes qui sont perforées ou pas. Donc là on a des petites perforations, pas énormes, hein, mais on a quand même un peu de perforation par la faune du sol, notamment les vers de terre. Par contre de la micro perforation, on en voit relativement peu. Donc ici ça veut dire qu'on a un sol qui est un petit peu en déficit d'activité microbienne, de microporosité qui n'est pas à son plein potentiel. Donc ça c'est la première étape. Ensuite, voir au niveau de ces mottes qui sont formées si elles sont friables, c'est-à-dire que est-ce qu'elles se cassent facilement ou est-ce qu'elles sont vraiment très compactes. Donc si elles se cassent facilement, ça veut dire que globalement, vous voyez, les racines sont capables d'aller prospecter dans le sol. Donc elles passent à travers ces mottes. Donc là, globalement, ça veut dire que vous avez un sol qui stocke à peu près de l'eau comme il faut. Hein, les mottes sont quand même humides. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une certaine microporosité qui permet de stocker l'eau dans ces mottes. Par contre, là où vous devez vous interroger, c'est lorsque vous avez des mottes qui sont extrêmement dures,
en cette période du mois de mars. Et quand vous les cassez, elles sont sèches. Ça veut dire que là, ces mottes-là, elles sont entre guillemets stériles. Elles ne sont pas du tout prospectées par l'activité microbienne ni racinaire. Et en fait, elles ne stockent pas d'eau. Donc, et bien souvent, quand vous avez ce genre d'observation-là, vous avez des mottes qui sont très dures. Vous avez un sol en surface qui est bien souvent assez gorgé d'eau, qui est très gras. Et donc, ça veut dire que l'eau en fait a du mal à circuler dans le sol. Et là, on déclenche souvent des problèmes de ruissellement, mais on déclenche aussi des problématiques d'alimentation en eau. Donc là, dans le sol qu'on observe là aujourd'hui, on n'a pas ce genre de problème-là. On n'a pas d'excès d'humidité sur les premiers horizons et c'est relativement frais de manière homogène sur au moins les 20 premiers centimètres. Donc l'observation du sol à cette période-ci permet aussi de faire le point sur l'évolution des matières organiques qui sont présentes dans le sol, donc notamment des résidus de culture. Donc là ici on a des résidus probablement de colza qui c'est un antécédent, donc qui sont incorporés à une dizaine de centimètres de profondeur et qui ne sont pas encore dégradés, qui sont plutôt de couleur noire, donc qui n'ont pas forcément trop évolué. Donc ça traduit aussi le fait qu'on a un sol qui n'est pas suffisamment aéré, suffisamment oxygéné pour que l'activité biologique puisse attaquer en fait cette matière organique et la fasse évoluer progressivement et puis rendre ensuite les éléments nutritifs qui peuvent libérer assimilables par les plantes. Donc quand vous avez de la matière organique d'un antécédent qui n'est pas très évolué, qui est resté à l'état noirâtre comme ça, c'est que votre sol est souvent en déficit d'oxygène. Dans certains cas de figure, vous pouvez voir aussi, lorsque le sol est très humide, des phénomènes réductiques autour de cette matière organique, donc c'est-à-dire que le sol devient tout gris. Et donc là, on part vraiment dans des systèmes qui sont en anaérobie. Et donc là, la matière organique ne peut pas du tout évoluer. Et ce qui se passe dans ces cas de figure-là, c'est que quand l'eau se retire, bien souvent le sol évolue en plaques. Donc on a un horizon qui est complètement refermé. L'eau est partie, l'air est parti. Et donc le sol se referme complètement. Et donc en fonction de la profondeur où se situe cet élément-là, ça pénalise aussi les cultures. Donc quand on fait des prélèvements là, à cette époque-ci, on peut voir aussi ce genre de problématique. Autre élément qu'on peut également observer, c'est la présence ou pas de limaces. Donc je vais vous mettre une petite photo en lien. Là, vous voyez, il y a des œufs de limaces qui sont présents dans les premiers horizons, qui sont présents entre 0 et 10 cm de profondeur. Donc ça traduit un potentiel d'activité des limaces dans les prochains jours assez intense. Donc soyez vigilants là-dessus. Vous pouvez aussi aller installer des pièges, mettre des morceaux de bâche dans les futures parcelles qui recevront des cultures de printemps, qui peuvent être sensibles à ces attaques-là, donc les orges, éventuellement les maïs et les betteraves. Donc installer des pièges pour voir l'activité potentielle des limaces que vous pourrez avoir. Donc ensuite, si on veut s'intéresser vraiment au fonctionnement du sol, donc on vous répète assez régulièrement que le sol a un fonctionnement vertical, donc les racines sont bien positionnées à la verticale. Donc par rapport à ce qu'on peut observer au niveau de l'activité des vers de terre dans les premiers centimètres, avec des galeries qui sont faites un petit peu de manière anarchique, un petit peu dans tous les sens, et puis d'autres galeries qui sont plutôt verticales, qui accompagnent les racines et qui permettent au sol de descendre en profondeur. Donc quand on est face à ce constat, on peut facilement se projeter sur le fait, en tant qu'agriculteur, d'essayer de perturber le moins possible ce fonctionnement-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler les sols, mais essayer, si on doit être amené à les travailler, d'essayer de perturber le moins possible ce fonctionnement-là. Et donc, si on est amené à travailler avec des outils à dents, avec des dents relativement fines, on peut quand même imaginer que le sol, en fait, on le coupe un peu dans sa longueur. Donc ça veut dire qu'on préserve quand même des zones peu ou pas touchées, ou tout au moins les fameux ouvriers du sol peuvent refaire leur galerie un petit peu plus facilement. Si on utilise des outils à disque, la profondeur de travail est très importante. Les outils à disque brassent aussi beaucoup de terre, donc c'est plutôt des outils qu'il faut réserver à un travail très superficiel. Ça peut être utilisé à l'automne comme au printemps, mais dans les premiers horizons, pour faire éventuellement cette zone de brassage là, puisque dans ce secteur là vous avez des vers de terre de type endogé qui eux brassent un petit peu dans tous les sens, font des galeries un petit peu dans tous les sens, donc ils pourront réparer en fait cette zone assez rapidement, pour peu qu'il n'y ait pas d'excès de terre fine qui soit fait et pour peu que l'outil ne soit pas passé à des vitesses supérieures à 8-10 km/h. Au-delà de ces vitesses là, les phénomènes de choc soit directement sur le disque, soit entre les mottes de terre, une partie des vers de terre
seront certainement morts à l'issue du passage. Ensuite, le dernier point sur des reprises de printemps ou d'automne, donc avec une herse rotative. Donc là, vous pulvérisez en fait les 4, 5, 6 ou 8 premiers centimètres. Ça dépend comment la herse est réglée. Mais grosso modo, dans toutes ces zones-là, vous pulvérisez complètement le sol, et donc en fait une grosse partie des vers de terre, je ne sais pas quel pourcentage, mais il faut bien imaginer que c'est complètement pulvérisé, et donc ces vers de terre qui vivent là dans ces premiers horizons sont globalement tous morts. Donc c'est notamment les vers de terre endogés qui brassent les premiers horizons, donc ils reviennent par la suite, mais c'est toujours des populations qui sont à chaque fois sacrifiées à chaque passage. Donc c'est pour ça qu'il faut faire le minimum de passages et les raisonner au mieux, et surtout en fonction de l'année. Donc on a des périodes qui sont très propices à détruire les populations. Donc on a à l'automne, hein, quand les sols se réhumectent après la période d'été, et puis en sortie d'hiver, comme là au mois de mars, avril, où les sols se réchauffent, hein. Donc on a déjà des températures de sol qui sont aux alentours des 12 degrés, et donc toute cette faune se remet en activité, revient plutôt dans les horizons de surface, rebrasse de la terre, et donc sont à la merci en fait des différents outils. Donc pensez bien à ça, à l'architecture de votre sol. Bon, par contre, si vous avez identifié un problème, le printemps n'est pas forcément les meilleures conditions pour intervenir au-delà de 15 cm. Donc si vous avez identifié un problème, c'est l'intervention qui sera à faire sera plutôt à faire à l'été, après les récoltes, en conditions un petit peu plus sèches, notamment par rapport à cette année où on a quand même des sols qui sont globalement plutôt très humides. Donc un dernier point pour aller à la fin de cette vidéo. Donc là vous voyez un peu l'échantillon, la moitié de la motte de terre qui a été triée. Donc on a des vers de terre anéciques, certainement plutôt des têtes noires, et puis des vers de terre endogés qui vivent, comme je vous l'ai expliqué, à la surface du sol. Donc par rapport aux échantillonnages qui ont été faits dans les parcelles agricoles, là on a une bonne vingtaine de parcelles qui ont été faites. Donc on a des tonnages qui varient de moins d'une tonne à parfois 3 voire 4 tonnes. Donc c'est assez hétérogène. Alors c'est assez hétérogène en fonction bien évidemment du type de sol, mais aussi et surtout à la gestion organique qui est pratiquée par l'exploitant. Donc à partir du moment où il y a beaucoup de nourriture qui est apportée au niveau du sol, les populations de vers de terre ont de quoi se développer. Si en plus de ça vous avez un habitat qui est favorable, eh ben, les tonnages montent tout de suite, donc on arrive des fois à des 3 et 4 tonnes. Donc le travail du sol est aussi très impactant, hein. On a des échantillonnages qui sont descendus extrêmement bas suite à des implantations notamment de la pomme de terre qui pulvérise fortement le sol sur les au moins 15 cm, et donc en fait malheureusement les populations de vers de terre sont fortement impactées l'année de l'implantation de la culture. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a encore heureusement des vers de terre présents dans les sols, ou tout au moins c'est le cas de figure du département des Ardennes. Donc deux choses prépondérantes, la gestion organique, hein, toujours penser à nourrir ces individus. Là, quand vous avez 3-4 tonnes de vers de terre qui sont présents en sous-sol, bah, imaginez que vous ayez 3-4 tonnes de bovins à la surface, bah, il faut de la nourriture en conséquence. Pour que cette activité-là soit la plus importante possible, il faut bien évidemment de la nourriture. Et n'oubliez pas que le poids que tous ces éléments-là brassent, en fait, ça permet d'avoir des structures grumeleuses, aérées, et qui favorisent, encore une fois, et j'insiste, la circulation de l'air et la circulation de l'eau dans nos sols. Donc l'échantillonnage est à réaliser 3 fois sur une parcelle. Donc 3 fois, c'est vraiment le minimum. Parce que déjà en faisant 3 échantillons, on peut conclure à certaines choses, mais il faut le répéter dans le temps et le suivre dans le temps sur une durée quand même suffisamment longue. Mais lorsque vous faites qu'un seul échantillon, c'est très aléatoire. Donc je vais vous illustrer ça tout de suite en vous montrant justement les 3 échantillons qui ont été faits dans la parcelle, qui donnent des résultats complètement différents. Je vous montre ça tout de suite. Donc là, ici, premier échantillon dans lequel je vous ai un peu commenté la motte de terre, où il n'y avait pas forcément de problème de structure. En surface, il y avait pas mal de turicules, il y avait pas mal de cabanes, certainement des résidus de paille un peu plus importants qu'à un autre endroit. Et en fait, on voit une population assez importante, notamment des anéciques, probablement tête noire, qui sont présents de manière assez importante dans cette motte. Ensuite, une deuxième motte ici, prélevée à
à 4-5 mètres de décalage, dans lequel j'avais un problème de compaction. Alors je l'ai vu qu'en mettant la bêche, hein, donc le sol était beaucoup plus ferme à partir d'une dizaine de centimètres de profondeur. Il y avait quand même des cabanes en surface, mais finalement quand vous regardez bien, vous voyez la population est quand même beaucoup moins importante que celle qu'on a à côté, où il n'y avait pas de problème de structure et de l'alimentation. Vous voyez la différence? Et donc là, un autre échantillon qui a été fait un peu plus loin, où donc là j'avais très peu de cabanes de turricules, très peu de résidus en surface, et aussi un problème de compaction à une dizaine de centimètres de profondeur. Vous voyez, donc la population de vers de terre était, je sais pas, je vous donnerai le poids à la fin et le nombre d'individus, mais bon, c'est voilà, sur 3 échantillons dans la même parcelle. Donc voilà pourquoi c'est important de faire un échantillonnage et en fait de refaire une moyenne avec tout ça pour donner un peu une représentation au niveau de la parcelle. Donc voici le résultat des 3 placettes. Donc dans la placette la plus importante où il y avait 15 individus, vous voyez on a 20 grammes 25, ce qui se traduit grosso modo par 3 tonnes 5 de vers de terre à l'hectare. Ensuite dans l'autre placette, la première, la 13 individus, on a 4 grammes 94, donc ça c'est moins d'une tonne. Et puis la celle du milieu où il y a 4 individus, 5 grammes 18, on se rapproche de la tonne. Alors après ce qui fait vraiment la différence par rapport au tonnage, c'est forcément les annéciques, c'est les plus gros. C'est les plus gros vers qui font plus de poids. Pour autant, par rapport à ce que je vous ai présenté sur la motte, vous voyez, avoir à la fois des annéciques des grosses tailles et des endogés se complètent, puisque l'un ont plutôt une activité de surface et les autres ont plutôt une activité en profondeur ou de va-et-vient entre la surface et la profondeur. Donc il faut avoir une population équilibrée, à la fois en adulte et en juvénile par espèce, mais aussi en type d'espèce, puisqu'ils ne font pas la même chose. Voilà, écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Donc le mot d'ordre par rapport aux observations des sols à un horizon inférieur à 15 cm, c'est bien évidemment patience. Ces horizons-là sont encore souvent frais, voire très frais. Donc sur des labours, on a parfois des surfaces de sol qui sont déjà bien desséchées, qui pourraient prêter à croire que la structure est prête à recevoir un semis, que ce soit des semis d'orge ou éventuellement d'ici une dizaine de jours, une quinzaine de jours, les premiers semis de betteraves et de maïs. Voilà, sachez que dans des secteurs de limon argileux, les sous-sols sont très frais, donc en apparence ça peut porter, mais si en dessous c'est extrêmement gras, extrêmement frais, vous allez avoir un phénomène de compression, donc les fameux phénomènes de compaction. Et donc si le temps part à la sécheresse derrière, votre plante va subir ces phénomènes climatiques-là et ne pourra pas s'enraciner correctement et ne pourra pas aller chercher les éléments nutritifs en profondeur dans les sols. Donc voilà, et soyez patients, surtout pour des cultures de maïs là, qui peuvent encore attendre encore presque un mois. Donc ouais, soyez attentifs à vos sols, prenez les bêches, allez voir ce qui se passe au-delà des horizons d'une dizaine de centimètres pour anticiper des futurs problèmes de développement au niveau de votre plante. Voilà, écoutez, bon courage à tous. J'espère que vous avez pu un petit peu avancer les travaux dans vos champs. Et bon courage. À bientôt. Au revoir.